dans cet espace géopolitique. Lors de nos débats, on parlera aussi de politique, mais à l'échelle africaine. Au Sénégal, des espoirs qui naissent dans le camp de l'opposant Ousmane Sonko, qui a vu la décision de sa radiation de la liste électorale annulée par un juge qui lui ouvre ainsi les perspectives politiques heureuses pour l'homme. À la fin, on dira deux mots au sujet précisément du football et du sport, donc du football. Merci d'être au rendez-vous d'Actu Matin ce matin. À nouveau, bienvenue sur l'Actu Matin. On va ouvrir à la une des journaux avec Fraternité. Entretien avec Syriac Edon, qui est DGPD sur la migration illégale. Ce phénomène, dit-il, provoque la déstructuration de la famille. Le spécialiste de l'économétrie redoute que les migrants tombent dans les mains des trafiquants. Performance de l'équipe nationale de football, les Guépards sans croc, rebondir ou trépasser. En tout cas, conseil vivement Fraternité ce matin, ce sera notre deuxième sujet lors de nos discussions tout à l'heure. Espace bien-être, cancer des seins, les facteurs de risque liés à l'alimentation. Matin libre. Journée internationale des femmes rurales. Réclama de plaide pour l'accès des femmes au foncier. Élu à la tête du Parti Les Démocrates, Yahi fait d'une pierre deux coups. Nous sommes avec l'événement précis après l'accession de l'ancien président à la tête du Parti Les Démocrates. Yahi veut une majorité pour arracher le perchoir de l'Assemblée nationale. Nous avons une solide équipe de combat pour 2026, assure donc le nouveau président de LD. La nouvelle tribune, affrontement avec la police à Basila, les clarifications du préfet de la Donga à lire donc dans les colonnes du quotidien. La primeur Bénin Média Radio, Imola FM 96.1 pardon, de Sakété foudroyé, nous rapporte donc le journal Le Routier, expropriation des populations du périmètre de la zone économique spéciale de Glodibé, à quand la phase d'indemnisation des personnes affectées par l'opération, s'interroge Le Routier. Le matinal, conférence Les Atlas sur les transports et la logistique, les efforts du Bénin exposés à Paris. La Nation, première édition de la conférence de l'Atlas. José Tonato concilie les cadres et les cadres de vie et transport. Dabarou, art au Bénin, au cœur de la sculpture des pierres ornementales de Natitengu. On est de retour maintenant à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Entretien avec Syriac Edon, DGPD sur la migration illégale. Ce phénomène provoque la déstructuration de la famille, a-t-il confié au journal qui paraît à Bénotin. Le spécialiste a par ailleurs noté, lui qui est spécialiste de l'économétrie, qu'il faut redouter que les migrants tombent dans les mains des trafiquants. Performance de l'équipe nationale de football, les Guépards sans croc, rebondir ou trépasser. Et puis, un dernier titre, le temps de boucler. Espace bien-être, cancer des seins, les facteurs de risque liés à l'alimentation. Ainsi donc, les informations à la une de production paru ce matin. On va passer un peu à l'intérieur de Fraternité, nous intéresser à cet avis donc du DGPD au sujet de la migration illégale. C'est un phénomène qui provoque la déstructuration de la famille, a-t-il noté le quotidien Fraternité, qui voulait bien savoir si c'est un phénomène qui touche la plupart des pays africains et qu'en est-il notamment de la situation au Bénin. Le phénomène diffère d'un pays à un autre, note l'interviewé. Cela dépend de ceux qui s'en vont, mais si vous avez une sortie massive de votre pays, c'est la main d'œuvre qui manque, c'est souvent les jeunes, ce qu'on appelle aussi, selon les catégories, la fuite des cerveaux. Des personnes qui auraient pu contribuer valablement au développement de leur pays se retrouvent ainsi à contribuer au développement d'un autre pays, sans parler des problèmes sociaux que vous pouvez avoir. Des personnes sont obligées de laisser leurs femmes, leurs enfants, leur famille pour aller chercher un mieux-être à l'étranger. Ce n'est toujours pas aisé comme vie pour ces différentes familles et aussi pour ces
individus achetés Fraternité. Découvrez son interview qui s'étale sur les pages 3 et 4 de la production de Fraternité ce matin. Vous avez en page 4 aussi une partie réservée justement, donc je dis à l'actualité des sports avec les Guépards qui livraient leur deuxième match amical hier face notamment à Madagascar. Ils ont perdu 1 but contre 2 face donc à cette équipe-là et Fraternité qui propose une réflexion ce matin. Il faut bien rebondir ou en tout cas trépasser, surtout qu'on est à la porte des éliminatoires du mondial prochain. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de questions à se poser au sujet de l'équipe nationale de football. En tout cas, je vais le faire, ces questions-là, aux débatteurs tout à l'heure qui en diront 2 mots. À la page 9, vous avez l'actualité à l'international avec le Libéria où Georges Weah et Joseph Boakai sont au coude à coude, notamment pour ce qui est des élections présidentielles là-bas. Vous le savez, la semaine écoulée, les libérés étaient aux unes pour des élections générales. Vous avez aussi l'information sur, je dois dire, cette grosse bavure à Gaza là-bas. Des militaires ont tiré sur un hôpital qui a provoqué 200 morts. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les protagonistes se jettent la responsabilité. Achetez Fraternité, lisez et découvrez un peu de quoi est-ce que retourne cette interactualité. À Cotonou, par contre, beaucoup d'informations à découvrir, notamment dans les journaux télévisés. Rendez-vous d'informations de Canal 3 Bénin. Sur l'Actu Matin, c'est le bulletin qui est consacré. Teddy Goudalo est là, le patron de la rubrique. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Dans votre bulletin à suivre tout à l'heure, on aura les images du projet de route de pêche à Vlékété. Il n'y a que 20 propriétaires terriens dont leurs domaines ont été déclarés d'utilité publique, ont reçu hier leur chèque. C'était donc au siège de l'Agence nationale du domaine et du foncier à Cotonou. Et puis, atelier de formation pour la prévention contre la consommation des substances psychoactives dans les écoles et centres de formation. Il se tient à la base du groupement national des sapeurs-pompiers depuis hier. Cette rencontre qui vise à offrir un cadre d'apprentissage sain et sûr pour les apprenants. Détail à suivre avec Ulrich Ekoegaba. Voici le bulletin d'information. Les travaux de construction du projet Route des pêches à Vlékété avancent avec assurance, nous rapportent nos reporters. Les domaines privés affectés par ces travaux sont repris à leurs propriétaires. Et donc hier, une vingtaine d'entre eux a été conviés à l'Agence nationale du domaine et du foncier pour recevoir les chèques à prêter à ce propos. Suivons le compte rendu ici de Asiomo Kanyasiomo. C'est la dernière remise de chèques aux personnes affectées par le projet dans la bande de la station balnéaire d'Avlékété. Leurs domaines ont été reconnus d'utilité publique. Le mardi 17 octobre, elles étaient une vingtaine de personnes invitées dans les locaux de l'Agence nationale du domaine et du foncier pour cet ultime acte. Il y a eu des évaluations qui ont été faites sur le site et chacun, bien entendu, a été conforté dans ses droits. Vous me donnez l'opportunité de pouvoir rassurer les uns les autres que les opérations qui se déroulent dans le cadre de la réalisation des projets en termes d'expropriation, de libération des sites se font suivant les principes reconnus au niveau international. Le projet porte sur la construction d'infrastructures routières de la route des pêches. Une route qui va de Figuirocé dans la ville de Cotonou à Dunko, commune de Ouida. La collaboration des personnes affectées est appréciée. Je voudrais donc saluer leur engagement, leur implication et surtout leur soutien à ce qui se fait en termes de réalisation de l'infrastructure et du développement de la localité concernée. Le directeur général de l'ANDF a expliqué que d'autres phases seront lancées. Elles concernent les personnes qui ne sont pas forcément situées sur la présente portion afin qu'elles aussi soient dédommagées.
Voilà donc pour ce qui est de cette actualité-là. On va parler d'autre chose maintenant. L'agence de développement belge, Enabel, a organisé de la matinée de ce mardi une marche de sensibilisation sur les cancers féminins. Téti Goudala. Bien évidemment, Tanguy, unis en rose, mobilisons-nous pour la santé des femmes. C'est le thème retenu pour cette marche qui a mobilisé plusieurs personnes des différentes structures de Cotonou. Le temps pluvieux n'a pas eu raison de cette vague de 150 personnes environ. Partis de l'hôtel Azalaï de Cotonou, ces marcheurs venus de diverses structures, dont Enabel et l'Agence française de développement AFD, ont investi le boulevard de la Marina pour la santé des femmes. L'objectif de la marche est de sensibiliser un large public sur la lutte contre les cancers féminins. Et cette année, c'est la deuxième édition de cette marche, qui a pris environ, on a marché 8 km dans Cotonou. Et l'idée de cette année, c'était de réunir aussi nos collègues de l'Union européenne, de la France, du Luxembourg, qui sont aussi actifs comme nous dans le domaine de la santé ici au Bénin. Et je profite de l'occasion pour féliciter toutes les personnes qui ont marché avec nous, en espérant que le message passe auprès d'un grand nombre de potentiels bénéficiaires de cette sensibilisation. Intitulée Marche Rose, cette activité est l'une des multiples menées par l'Agence belge de développement au Bénin à travers le projet Passeris, entendez promotion des droits et l'accès à la santé sexuelle et reproductive. Appuie le ministère de la Santé dans l'amélioration de la santé des mères, des nouveau-nés et de l'enfant, dans l'amélioration de la santé des adolescents et jeunes, mais également dans l'amélioration de la qualité des données sanitaires. Il faut dire que le programme a mis au cœur de ses actions la lutte contre les maladies non transmissibles. Et les cancers féminins font partie de ces maladies-là. Et donc, il y a presque 2 ans maintenant, le programme a accordé une subside à l'Agence nationale des soins de santé primaire pour vraiment mettre en œuvre des actions de prévention et également de lutte contre les cancers féminins, notamment les cancers du col de l'utérus. Et par rapport à ça, le personnel a été formé, les centres de santé ont été équipés, ont reçu les intrants nécessaires pour pouvoir mener des actions de dépistage couplées à la consultation prénatale. La vague rose a échoué sur l'esplanade de l'Amazone après un trajet de 8 km environ. Les participants ont eu droit à la fin de l'activité à une conférence de presse sur les cancers féminins. Offrir un cadre d'apprentissage sain et sûr pour les apprenants, c'est le but principal de l'atelier de formation qui se tient depuis hier à Cotonou, à la base du groupement national des sapeurs-pompiers. Au cœur de cette formation des formateurs civils qui se déroule du 17 au 21 octobre 2023, la prévention contre la consommation des substances psychoactives dans les écoles et les centres de formation. C'est un reportage signé Ulrich Ekwegaba présenté par Florence Bossa. Au cours de cette formation de 5 jours, les techniques de prévention, d'identification précoce et d'intervention en cas d'utilisation des substances psychoactives dans les milieux scolaires et artisanaux. C'est une formation des formateurs civils sur le programme universel de prévention de l'usage des substances psychoactives. Les enseignants du secondaire ont un rôle central à jouer dans la sensibilisation, l'éducation et la prévention de l'abus des substances psychoactives par nos élèves. Je me réjouis de ce que ces 5 jours de formation vous permettront de vous approprier les outils nécessaires à l'accompagnement et à l'orientation de nos jeunes frères, de nos jeunes enfants et dans la région. Cette formation est un programme de la Commission de la CEDEAO qui s'inscrit dans la lutte contre l'abus des stupéfiants et des produits psychotropes en Afrique de l'Ouest. Un fléau devenu un danger non seulement de santé publique, mais aussi et surtout pour la stabilisation sociale et le bien-être de la communauté. Les experts mettent l'accent sur la prévention. Let's not look at it as if this is another training. Let's just stay 5 days and go and get our certificate.
This is a training that you can use in your home, you can use everywhere, and you can organize it in your workplace. We don't have the money for response. Since we don't have the money for response, we have to invest in prevention. Pour les autorités béninoises, il y a des secteurs d'activité qui méritent une attention particulière et dont les acteurs clés doivent constamment être mis en contribution, ce qui justifie d'ailleurs cette formation des formateurs civils composés des enseignants du secondaire. Les enseignants en général et ceux du secondaire en particulier jouent un rôle clé dans la vie de nos apprenants. Chers enseignants, vous êtes les mentors, les guides, les éducateurs irremplaçables qui façonnent l'avenir de nos enfants. C'est en cela que le choix porté sur vous pour recevoir la présente formation est d'une importance capitale. Au cours des 5 jours de formation, les participants auront l'opportunité d'apprendre les meilleures pratiques en termes de prévention. Ils découvriront des outils et des stratégies de lutte adoptées par la CEDEAO pour enrayer la consommation de la drogue dans les milieux scolaires et professionnels. Le projet Integrated Health Activity Service a connu son épilogue hier à Cotonou. Ce projet financé par l'USAID a impacté 5 départements du Bénin au cours de ces 5 dernières années dans les domaines de la santé et du social. La cérémonie de clôture et de dissémination des résultats de la fin du projet a eu lieu hier. Après 5 années d'exécution, l'heure est au bilan du projet ISHA, entendez Integrated Health Service Activity. C'est un projet mis en œuvre par Management Science for Health MSH pour renforcer l'offre des soins de santé de qualité, notamment la lutte contre le paludisme, la COVID-19 et les violences basées sur le genre. Un tableau élogieux est dressé pour la circonstance. Durant les 5 dernières années, ISHA a permis de rendre le système de santé béninoise meilleur parce qu'il a renforcé l'expertise locale pour fournir des services à fort impact dans le domaine du paludisme, de planification familiale, de la santé maternelle et infantile et des violences basées sur le genre. La mise en œuvre du projet ISHA traduit une fois encore la volonté du gouvernement béninois de s'investir davantage dans la santé des enfants, des adolescents et des femmes. Au terme de 5 années de mise en œuvre et en collaboration étroite avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, l'activité de ISHA a atteint des résultats probants. Je voudrais rappeler au niveau institutionnel le développement et la mise en place de l'outil digitalisé à la FIACOM qui sera utilisé pour la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire. Le projet ISHA est financé par plusieurs organismes partenaires nationaux. Il est aussi appuyé par plusieurs structures internationales, notamment l'Agence américaine pour le développement international, USAID. Le projet ISHA a obtenu des résultats significatifs au terme de 5 années d'intervention. Fourniture de matériel et d'équipement d'une valeur de plus de 3 millions. Le projet ISHA a déjà impacté les populations de plusieurs départements du Bénin. Entre autres, on peut citer la Takora, la Liborie, le Plateau et l'Ouémé. Mesdames et messieurs, ce bulletin se referme. Je vous retrouve lundi pour le même exercice. Tanguy Agoy. Oui, Teddy Goudalom, merci beaucoup pour cette présentation. Votre mission pour cette semaine s'arrête ici. À la semaine prochaine donc pour la reprise des rendez-vous du bulletin de l'information sur Actu Matin, parce que demain ce sera Ingrid Day qui sera assise à votre place pour l'exercice. Passez une bonne journée. Mesdames et messieurs, voici les sports maintenant. Ali, bonjour.
Bonjour Tanguy. Allez, ce matin, on va parler un peu de cette nouvelle qui est tombée hier. Les Requins de l'Atlantique ont été copés d'une sanction de la FIFA dans le différend qui les oppose au coach Yelato Siloué. Oui, Tanguy, au cours de la saison dernière, il y a eu donc ce feuilleton avec les entraîneurs, sinon celui qu'on peut appeler désormais les entraîneurs des Requins de l'Atlantique, le voyant Yelato Siloué, qui a été suspendu avant d'être limogé. L'affaire a donc évolué aujourd'hui. La nouvelle décision de la FIFA dans cette affaire est claire. Dans une note adressée aux mises en cause et à la Fédération béninoise de football, le club est interdit de recrutement de joueurs. Vous le voyez donc sur vos écrans, c'est la note qui a été adressée donc aux différentes à la fédération. Et puis sur cette note, dans un premier temps, vous pouvez constater il est question de l'interdiction au plan national de recrutement de joueurs par cette formation. À cet égard, enfin, c'est ce qui dit précisément cette note de la FIFA. À cet égard, nous souhaitons informer les parties qu'une interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs au niveau international a été mise en œuvre par la FIFA à compter d'aujourd'hui. Donc, c'était donc la date d'hier, le 17 octobre 2023. Puis, dans un deuxième temps, toujours sur cette note, il est demandé donc à la FBF de s'assurer que la même sanction soit appliquée au plan national. Et donc, sur il y a donc toute une décision qui est prise et le club sera interdit de recruter. Voilà pour les précisions sur cette note qui est adressée donc Requins de l'Atlantique. Ceci dit, par ailleurs, conformément à la décision précitée, il est demandé à l'association membre du défendeur d'appliquer immédiatement à l'encontre du défendeur, le club, les associations municipales, les Requins de l'Atlantique, une interdiction d'inscrire de nouveaux joueurs au championnat national Tanguy. Et voilà pour ce qui concerne cette décision de la FIFA qui sanctionne les Requins de l'Atlantique. Pour revenir sur les causes, on cite un défaut de paiement d'indemnité pour rupture abusive de contrat de l'entraîneur Yelato Siloué en question, puisque dans un premier temps, le club avait reçu une note de la FIFA le 30 août dernier pour effectuer ce versement, ce qui ne serait certainement pas fait, et les conséquences sont ce dont il est question aujourd'hui. Voilà donc pour ce qui est de cet épisode-là d'informations sportives. On va passer à autre chose maintenant. C'est terminé les journées FIFA d'octobre 2023 à Lille. Les Guépards ont perdu leur deuxième match hier. Oui, Tanguy, face à l'équipe de Malgache de Madagascar. Sur les images que nous proposons ce matin, l'équipe béninoise s'est inclinée sur le score de 2-0, alors que ce sont les Guépards qui ont ouvert très tôt le score à l'entame bien sûr de cette explication. Le voilà sur cette image, coup de pied arrêté à la 2e minute, coup de pied qui sera donc inscrit dans un deuxième temps par le jeune, c'est Andreas Huntonji qui permet aux Béninois de prendre l'avance, mais par la suite sur un coup de pied joué à 2 temps, le centre qui intervient, et donc les Malgaches vont revenir au score avant de prendre l'avance au cours de la deuxième période et s'imposent finalement aux Béninois sur le score de 2-0, ce qui fait donc voilà pour ce total, cette sortie du Bénin au cours de ces journées FIFA avec l'entraîneur Genot Rohr, un match nul et puis une défaite. Voilà cette frappe lointaine qui est inscrite lors de la deuxième mi-temps par cette formation malgache qui prend l'avance donc au cours de cette explication. Une défaite et puis un match nul pour les Guépards Tanguy, c'est le point qu'on peut faire au cours de cette journée FIFA. Allez, belle occasion pour revenir sur les différentes performances de cette équipe nationale du Bénin. Qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de ces différentes sorties lors de cette fenêtre FIFA? De toutes les façons, on sait qu'aucune nation ne veut voir son pays perdre au cours des explications, mais je crois qu'au vu des objectifs de l'entraîneur, il est important quand même de souligner que c'est surtout une sorte de remaniement qui est fait au cours de ces fenêtres qui sont ouvertes par la FIFA et permettent donc aux équipes nationales de créer une sorte de cohésion au sein de leur effectif. On voit Marcel Dandino qui est aligné hier pour cette explication. Donc l'entraîneur essaie donc de jauger le niveau de tous ces joueurs afin de voir qui sont ceux qui peuvent véritablement tenir dans la barque afin que le Bénin puisse se qualifier pour les prochains jours. L'objectif, c'est bien entendu 2026. Absolument. Et donc, je crois que pour le moment, l'entraîneur a su une bonne voie. On dit souvent, quand vous avez une entreprise, c'est lorsque vous avez l'échec que vous arrivez à corriger les erreurs. Et c'est ce que Genot Rohr est en train de faire. Mais on a remarqué cette faute de main de Dandino qui a valu quand même un but. C'est quand même curieux ce but qu'il a encaissé. Oui, c'est une erreur de concentration puisque la frappe est intervenue à une distance
compétences assez remarquables. Oui. Et puis, souvent, dans des conditions comme ça, les gardiens ne sont pas souvent attentifs. Quand il dit souvent, partout les gardiens, les meilleurs au monde sont souvent attentifs et ils arrivent à sauver leur équipe dans ces genres de situations parce que le gardien ne s'y attend pas à ce que le joueur, l'attaquant adverse livre cette frappe à ce moment-là. Et donc, il est surpris et ça rentre. Moi, je ne vois pas pourquoi il s'en prend au joueur. Ah oui, justement, je l'ai vu tempêter, s'énerver, s'épuiser, alors que c'est lui qui a encaissé son but. Oui, on va faire Tanguy le point de toutes les rencontres disputées pour cette journée FIFA, les deuxièmes, je dirais, rencontres pour certaines équipes et pour d'autres, la première. Il faut juste préciser que donc, toutes les explications ont pris fin. Donc, hier, comme temps pour ces fenêtres FIFA, hier, donc, le Madagascar était face au Bénin, on l'a dit tout à l'heure, 2-1 à l'arrivée pour les Malgaches. Le Cap-Vert s'est incliné 2-1 face aux Comores, l'Angola et la R2 Congo se sont séparés tous à dos, 0 but partout, 3-0 pour la Zambie qui s'impose face à l'Ouganda, l'Arabie Saoudite s'incline face au Mali, 3-1. Il faut décidément pour cette formation malienne qui est en forme. Tanguy, 1 but partout entre le Niger et la Libye. Toujours décevante quand il s'agit de la CAN. De la CAN, bien entendu, alors qu'ils ont vraiment des atouts individuels très remarquables. Le Japon s'impose 2-0 face à la Tunisie, la Guinée et puis le Gabon se sépare 2-2. 1 but partout sur ce score de parité. La Mauritanie s'incline 2-1 face au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud se séparent sur un score de parité également, 1 but partout. Il faut noter la victoire de la Sierra Leone, 2-0 face à la Somalie. Et puis pour finir, le Soudan qui s'impose au Tchad, 1-0 Tanguy. Voilà pour ce qui concerne ces journées FIFA, les différents résultats des rencontres disputées hier. On va terminer avec donc une information du handball et préciser que la deuxième journée donc du championnat amateur a eu lieu hier. C'était au Rôle des Arts de Cotonou au niveau des dames. Aspac s'est incliné 28-27. C'était face à Azo Model. Et puis la victoire de Espoir face à Flores 23-22. Et puis chez les hommes, il y a Faucon qui s'incline 22-32 face à Flambeau Bosco Star. Et puis Azo Baobab se sépare 2-2, 31 partout. Et puis pour finir, il y a la victoire d'Aspac face à Hadija 21-19. On va faire donc le point des rencontres du jour. Ce mercredi 18 octobre, au niveau des dames, Flores affrontera Academia. C'est toujours au Rôle des Arts à partir de 11h. Et puis à 15h30, on parle des rencontres des dames, bien entendu. Aspac jouera contre Espoir. Ce matin, très tôt, donc à 8h. Flores, au niveau des hommes, affrontera Flambeau. Toujours au Rôle des Arts. Aspac jouera contre Baobab. Volcan sera l'adversaire joué de Faucon à 12h30. Et pour finir, à 14h, il y aura la rencontre Adjidja Bosco Star. C'est au niveau des hommes. Tanguy, voilà l'essentiel à retenir ce matin. Merci beaucoup à vous, Ali Momoni, pour ces différentes actualités du domaine sportif ce matin. On aura donc parlé football, mais aussi handball, avec justement ce tournoi qui se tient actuellement. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Non, je vous réserve une petite place tout à l'heure pour qu'on continue à parler de cette prestation des écureuils. Des guépards. Des guépards. depuis les fenêtres, l'arrivée du sélectionneur franco-allemand. Qu'est-ce qu'il a pu bien réaliser? Les scores ne sont pas très intéressants à son niveau, notamment avec 6 matchs déjà livrés, 4 matchs nuls, 2 défaites. Ce n'est pas un bon palmarès. On en parlera tout à l'heure. Ali Moumouni à tout à l'heure donc avec les débatteurs. Mesdames et messieurs, notre rubricard économiste est déjà en ligne. Voici donc Économie ce matin. Donc ce matin, nous avons notre spécialiste économique qui est déjà en ligne, Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Merci d'avoir décroché mon appel ce matin. Nous sommes au dernier trimestre de l'année et comme c'est de tradition, les communes vont commencer bientôt à adopter leur budget pour l'année prochaine. L'État central a déjà donné le ton, Jacques. Oui, l'État central a donné le ton au mois de septembre dernier à travers le budget général exercice 2024. C'est la saison des budgets, si vous voulez, Tanguy, le dernier trimestre de l'année. C'est une période au cours de laquelle se déroule l'examen, le vote des budgets primitifs au sein des conseils communaux et municipaux. Et par rapport à déjà déclencher aussi la procédure, cette semaine, c'était lors d'une réunion du conseil de supervision, réunion
tenu ce lundi 16 octobre 2023 et qui a permis d'arrêter un budget primitif de 3 875 935 328 francs CFA, soit près de 4 milliards de francs CFA. Bien sûr, ceci va être étudié, examiné en session budgétaire d'ici la fin du mois. C'est seulement 4 millions de moins par rapport à l'année dernière. Les autres communes ne vont pas tarder à emboîter le pas. Parakou, Cotonou, la métropole du Bénin va se doter d'un budget qui va osciller autour de 20-25 milliards de francs CFA comme de coutume, alors que Porto Novo, la capitale politique, tourne souvent autour de 7 milliards de francs CFA. Dans les villes à statut ordinaire intermédiaire, les montants sont souvent nettement moins élevés. Les conseils communaux se réuniront d'ici là, avant la fin de l'année, généralement au tout le mois de novembre, décembre, déjà fin octobre, pour voter, examiner et voter donc ces budgets qui sont des instruments très importants pour le développement des communes. Absolument. Et quels sont, Jacques, les axes prioritaires suivant lesquels les élus se penchent justement pour le développement de leur commune? Oui, et je le disais tantôt, le budget est un instrument économique très important pour les mairies. Tous les projets de développement se reposent sur le budget. Vous avez les investissements au niveau de ces communes-là, les réfections et construction des infrastructures socio-communautaires, tout ce qui concerne les écoles, les routes, les voies secondaires, les panneaux et autres, les panneaux, les feux tricolores par exemple et bien d'autres. Eh bien, c'est le budget qui permet de réaliser ces travaux-là, le financement de certains projets de développement également. En ce qui concerne le fonctionnement de la mairie, vous avez le paiement des salaires, l'approche gens par exemple et autres. Tout ça passe par le budget de la mairie. C'est donc un instrument important pour toutes les municipalités et c'est pourquoi lors des sessions budgétaires, lorsqu'il y a blocage, vous voyez les maires ne sont plus tranquilles. C'est vrai que ces dernières années, il s'agit des SE qui ont la priorité de déclencher les opérations de dépenses, mais tout à fait, ouais. Parce que le problème se pose au niveau du blocage du budget. Vous voyez, tout le monde tremble, c'est le développement de la commune qui est bloqué parce qu'on ne pourra plus financer un projet de développement. On risque même de ne pas pouvoir payer les salaires. Voilà pourquoi le budget est très très important. Alors on parle de beaucoup de milliards, de beaucoup de millions. Et là-dessus, on peut tomber d'accord qu'on en a certainement besoin. Mais est-ce que c'est suffisant face aux larges et incommensurables besoins des municipalités? Bien sûr que la réponse est non, parce que chaque matin, par exemple, ici à Parakou, les populations ne font que croyer pour rappeler aux autorités de la mairie les promesses non exécutées, les prévisions en ce qui concerne l'exécution de certains travaux qui n'ont pas été satisfaites. C'est dit donc que pour l'instant, les budgets votés, 3 milliards, 4 milliards pour Parakou, 20 milliards, 25 milliards pour Cotonou, autour de 7 milliards pour Porto Novo, c'est loin, très loin de combler les attentes des populations en ce qui concerne la réalisation de ces travaux, de ces projets de développement. Et aussi, c'est parce que les mairies sont souvent limitées en ce qui concerne leurs recettes. On se limite essentiellement aux recettes fiscales, peut-être au fonds FADEC qui doit venir de l'État, qui tarde souvent à venir, le retard qui s'observe à ce niveau. Et pour ces quelques villes qui ont des partenariats avec des villes hors du Bénin, à l'international, en Europe notamment, on essaye d'avoir également quelques aides au développement, mais tout ça ne suffit véritablement pas à financer les colossaux projets de développement ici au niveau des mairies. Et lorsque vous faites le tour de la plupart des communes du Bénin, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup à faire en ce qui concerne le développement de ces communes-là. Beaucoup de projets à financer, des écoles en souffrance, des voies secondaires en souffrance, beaucoup d'infrastructures en souffrance, des jeunes au chômage, beaucoup de difficultés à régler. Ces milliards et ces millions pour quelques communes à statut intermédiaire ne suffisent pas à combler les attentes des populations. Alors l'impératif, c'est donc de multiplier les recettes, de les diversifier surtout. Là-dessus, est-ce que vous avez des idées? Oui, le
constat que je fais globalement, Tanguy, c'est qu'au niveau de nos communes, on se contente souvent, je le disais tantôt, des recettes fiscales et donc des fonds FADEC qu'on attend souvent de l'État central. Mais est-ce que cela va suffire à financer le développement? Je le disais tantôt également. La réponse est non. La proposition que moi je pourrais faire, c'est d'inciter les mairies à produire, à être comme des sociétés, à investir dans des sociétés qui vont rapporter de l'argent au niveau de ces mairies-là, à soit des structures économiques qui vont permettre aux mairies elles-mêmes de se procurer de l'argent, d'avoir plus l'âge en ce qui concerne les recettes à effectuer pour le développement de la ville. Au niveau international, plusieurs villes ont expérimenté cette forme de développement-là et ça leur a marché, notamment en ce qui concerne le vieux continent, l'Amérique et bien d'autres. Après plus de 20 ans de pratique de la décentralisation, il ne serait quand même pas juste qu'on continue pas à attendre des aides au développement, qu'on continue pas à espérer les fonds FADEC du gouvernement ou qu'on mette de pression. Il y a une certaine pression fiscale qui s'observe au niveau de ces mairies-là sur les populations pour pouvoir effectuer les recettes et financer les projets de développement. C'est vrai que c'est un droit pour le citoyen, un devoir pour le citoyen de payer les taxes, de payer les impôts pour le développement de sa commune. Mais si on se repose uniquement sur ça, eh bien le développement de nos villes n'est pas pour demain. Jacques Degbé, merci beaucoup. Merci. Bonne journée à Barako. Très bonne journée également. Retour à Cotonou, on devrait recevoir en même temps notre invité Laurent de Lorfaton, qui est jeune politique, membre du bloc républicain de la 20e circonscription électorale. Quelques soucis certainement avec sa montre. On va peut-être marquer une pause, le temps de revenir par ici, planter le décor des débats. Être un vrai leader, c'est avoir une bonne connaissance de soi. Nourrir d'une passion pour le travail, l'obsession du détail et des résultats. Avoir l'esprit ouvert et la capacité d'adapter son style. C'est ça, être un leader. Plus de 25 ans que nous sommes leaders du marché des assurances au Bénin. L'Africaine des assurances, le sens de l'engagement. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Notre invité est dans nos murs ce matin, je l'ai annoncé, Dr Laurent de Lorfaton, jeune acteur politique, membre du bloc républicain de la 20e circonscription électorale. Dr Faton, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin pour qu'on parle un peu de cette tournée initiée par votre parti politique et exécutée pour l'étape de votre circonscription électorale le week-end écoulé. Alors, des échos nous viennent, notamment du côté d'Adjoum. Porte-Novo ne concerne pas votre circonscription électorale néanmoins. Il n'y a pas eu tellement de mobilisation pendant que les délégués au plan national sont venus. Que s'est-il passé? Merci, M. Tanguy. D'abord, je dois remercier votre chaîne pour me donner ce privilège de répondre à cette préoccupation. Mais avant aussi, il faut savoir que c'est l'occasion de remercier les dirigeants du Parti Bloc républicain pour cette tournée qui était nécessaire au regard de l'actualité politique qu'a contre le parti, l'animation de ce congrès extraordinaire. Il fallait obligatoirement rendre compte aux militants à la base et le parti a choisi un canevas. Le canevas, ce n'est pas le canevas de la mobilisation, de la grande mobilisation. Ah oui? C'est le canevas d'aller informer à la base certains acteurs qui vont faire le relais. Et à chaque étape, ceux qui sont de la délégation choisissent le format qui convient le mieux. Et le format est qu'on n'invite pas tout le monde. Si on devrait inviter tous les militants de chaque circonscription électorale, vous savez qu'aucun espace, aucune salle ne peut contenir. Par rapport à chaque circonscription, on choisit ceux qui doivent venir.
Et quand vous avez parlé de la... Et chez vous, dans la 20e, vous avez choisi qui? Ce n'est pas la question de la 20e d'abord, c'est la question de tout le département de l'Ouémé. Parce que moi, j'ai été aux élections communales en 2020 à Porte-Nouveau. C'est-à-dire que j'appartiens aux deux circonscriptions électorales. C'est-à-dire que ce qui concerne Porte-Nouveau me concerne aussi ce qui concerne Adjoum, parce que je suis d'Adjoum et j'ai grandi là-bas. C'est ça. Me concerne, c'est-à-dire que la question des deux circonscriptions m'intéresse. Vous savez, ce que vous avez dit, c'est la réponse à un article de nos journal. Abondamment relayé, hein, avec des images à l'appui qui ont illustré le vide qu'il y avait dans la salle. C'est la réponse à un article et publié par un journal. Quand je prends d'abord le cas d'Adjoum, l'article stipule qu'il y a une question de clivage et de clan. Oui, mais de problème de leadership. Mais le journal a oublié de préciser que dans la salle, tous ceux qui étaient hier à des clans différents étaient présents. Tous les acteurs. Parce que la situation de la sécurité électorale, je n'étais pas encore membre du Bloc républicain, mais je l'ai suivi de très près. Parce que c'est ma circonscription électorale. Et c'est aussi parce que ce qui se passait m'intéressait particulièrement. Qu'ils vous souviennent qu'en 2023, en janvier 2023, pour les élections, il y a eu deux blocs. Il y a eu ceux qui étaient du côté du député Akoma Mathias, et ceux qui soutenaient l'ancien député Benou, Paulin Benou. Et quand les positionnements ont eu lieu, il y a eu des frustrations dans le bloc. Et certains acteurs majeurs de la région n'ont pas accompagné le mouvement comme ça devait être. Mais à la dernière séance de mobilisation, tous les acteurs étaient là. Il y avait, l'honorable Benou était là, il y avait le maire de Bonou était là, il y avait les autres acteurs, à savoir l'ancien ministre de commerce était aussi là. L'ancien maire d'Adjoum. Tous les acteurs, oui, mais cela n'occulte pas qui constituaient en réalité la division était présent. Ça veut dire que tous ceux qui pouvaient être les acteurs de cette division, ces clans dont il parle étaient là. Et en dehors, attendez d'abord. En dehors de cette séance, tous les mêmes acteurs étaient au congrès extraordinaire du parti. Et ils sont tous membres du bloc, membres du bureau politique. Ça veut dire que la tournée est une tournée prise ensemble par les acteurs. Et s'ils ont choisi de réunir un nombre restreint, c'est de commun accord qu'ils l'ont fait. Si c'est que au congrès passé, ils n'y étaient pas tous, on pourrait dire qu'il y a la division qui continue. Ils étaient tous là. Et chacun d'eux a participé et est élu membre du bureau politique du parti. Mais il n'empêche que d'abord, celui qui a tendance à dire qu'il y a des clans, il n'y a plus de clans au niveau du bloc républicain. Sérieusement, on a quand même beaucoup d'éléments qui prouvent effectivement que même si les acteurs ou leaders, comme vous les appelez, se sont retrouvés dans la même salle le jour-là, que quand même il y a la division. Et aujourd'hui, c'est clairement affiché, et ça se dit à qui veut bien l'entendre là-bas, que l'honorable Mathias Kouanou, quand même, n'a pas su quand même, je dois dire, mobiliser, fédérer toutes les énergies autour de lui, et que c'est une gestion qui pose problème. Vous savez, si moi j'ai rejoint le bloc républicain, c'est aussi surtout à cause de l'honorable Kouanou Mathias. Ah oui, pourquoi? Vous savez, j'ai suivi de très près. Et tous les pronostics étaient que celui-là n'allait pas sortir député pour les élections passées. Tout le monde est clair. Parce qu'il y a une fronde, grande fronde. Il n'était pas vraiment... Mais fort heureusement, et de manière extraordinaire, il s'est révélé comme une bête politique. Il est sorti à la suite de tout le monde. Et non pas sorti seulement. Il peut s'en falloir, il allait avoir 2 députés. Il manquait à peine 5000 voix pour que le bloc républicain ait 2 députés dans la sécurité électorale. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que celui dont on parle aujourd'hui, c'est quand même une expérience politique qui date depuis 2007. Il a été maire à Dangbo. Il a été 2 fois député. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou pas, nous devons quand même capitaliser les énergies. Dans d'autres partis politiques, ce qui fait polémique aujourd'hui dans la VT séquentielle, il y a eu pire. Il y a des candidats halogènes, des gens qui n'ont jamais milité dans un parti politique qu'on a imposé, et pourtant les partis n'ont pas eu de remous. Vous connaissez les circonstances électorales où les gens n'étaient pas imposés. Ça veut dire qu'au sein du bloc républicain, on a imposé un candidat du bloc républicain, qui plus est encore un ancien député, un ancien maire, un acteur politique de la circonscription électorale depuis 2007 au moins. Ça veut dire que le problème est ailleurs. Et les gens ont envie de diviser une circonscription électorale, de diviser le bloc républicain dans la circonscription électorale. Moi, je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Je suis là seulement pour que... Vous êtes un militant. Mon parti politique... Votre position peut ne pas être celle d'un autre acteur militant du même parti politique. Je dis, mon souhait est que notre parti s'enracine. Et ma plus grande joie
est d'avoir au Congrès extraordinaire l'ancien député Benoît Paulin, d'avoir le premier adjoint au maire de Dangbo, Lokossou, de l'avoir là, et d'avoir l'ancien maire d'Adjoun au Congrès, et d'avoir l'actuel maire d'Adjoun au Congrès et les autres. Tous les acteurs qui étaient acteurs de la crise, ils sont réunis au Congrès extraordinaire. Et ils ont tous occupé des postes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau du bloc l'article que vous avez écrit, ce n'est pas un article, c'est une communication. Ah tiens. Parce qu'il y a des sous-titres où il a indexé un ministre, un ex-ministre qui serait... On va pas faire de réponse. C'est pas réponse. Il faut que parce que... à une position que Canada n'a pas été prise. Journaliste et je suis formateur de journaliste. Oui. C'est-à-dire que je connais le métier. Celui qui a fait n'a pas fait le journalisme, il a fait la communication. C'est pour ça que j'ai voulu répondre. Je ne réponds jamais à un journaliste. Mais j'ai répondu à un communicateur qui s'est transformé en journaliste. Et dans le cas d'espèce, vous savez, si on voulait remplir la salle d'Adjoun, il suffit seulement que les acteurs d'Adjoun, le maire simplement d'Adjoun, invite ses militants de l'arrondissement d'Adjoun, la salle serait remplie. Vous comprenez? Ce n'est pas une question de remplir la salle, c'est une question de format choisi par le parti. Et ce que j'aurais voulu dans On a des conseillers, par exemple, au niveau de la mairie d'Adjoun, par exemple, qui n'étaient pas présents. Pour justement manifester leur mécontentement. Il ne suffit pas que le maire soit là. Tous ces conseils dont vous parlez, qui n'étaient pas présents, appartenaient à des camps. Et les leaders de ces camps étaient là. Vous comprenez? Et les leaders de ces camps étaient là où les décisions de la tournée ont été prises. C'est-à-dire que n'incombons pas, si éventuellement il y avait de flopper, ça ne devrait pas être incombé à quelqu'un. Parce que si c'est que, vous m'avez dit dans la salle, il n'y avait pas Benoît Paulin. Il n'y avait pas Dieu de Lokossou. Il n'y avait pas Bertin Lokossou. Il n'y avait pas Zanou Don François. Il n'y avait pas Dakar Roland. Il n'y avait pas les acteurs, vous comprenez, majeurs. Il n'y a pas Arissou. Si Arissou n'était pas là, je dirais qu'il y a eu fronde. Mais du moment où tous étaient présents et que tous les camps se sont réunis... Peut-être qu'ils ont fait contre mauvaise fortune bon temps parce que la décision est venue d'en haut. Est-ce que vous voulez dire véritablement aujourd'hui qu'il n'y a aucun problème au niveau du BR dans la 20e? Si je dis qu'il n'y a pas un problème dans un parti politique, c'est que je mens. Tous les partis ont des problèmes. Et face aux crises des partis politiques, on traverse pour aller de loin. Tout le monde a pensé, moi mais j'ai cru que ceux dont j'ai parlé tantôt, qui étaient en opposition à Mathias Kouanou, devraient partir du bloc républicain. Alors, quel travail de réinvestissement et de rassemblement faites-vous au niveau de la 20e pour, je dois dire, taire ou penser les plaies qui étaient nées de la constitution des listes pour la législature de 2023? Ce qui se fait déjà, c'est ça que vous avez vu, qu'ils ont tous pu répondre à l'appel de leur parti politique. Ce n'est pas une question de Kouanou Mathias, ni de Benoît Paulin, ni de Bertin Lokossou, ni de Siakissou. C'est une question du bloc républicain. Soit nous faisons tout pour que notre parti politique grandisse, ou l'attirons. Et quand l'attirons, nous mourons avec. Je viens d'arriver dans le parti, je n'ai pas de camp. Ma seule préoccupation, comment on fait pour qu'en 2026, le bloc républicain puisse avoir la majorité des députés à l'Assemblée dans la 21e locale. Et nous pouvons le faire. Si nous avons tendance à écouter les fauteurs de troubles, comme ceux qui font la communication pour dire que c'est eux qui ont fait qu'il n'y a pas eu de rassemblement, nous allons passer à côté. Alors, qu'est-ce que la tournée aura apporté justement à l'actualité du BR dans votre circonscription? La tournée aura réuni les acteurs qui étaient apparemment divisés dans une même salle. C'est déjà un premier pas. La tournée aura permis encore à chacun d'eux de savoir les défis qu'il reste à faire. Parce que s'ils ne sont pas partis, si ceux qui étaient les fondeurs hier sont restés, c'est que le parti le tient à cœur. Et c'est un message qu'ils ont lancé, chacun d'eux, à l'honorable Kouanou Mathias, qui a été, que je peux dire, le favorisé des dernières élections. On lui a laissé un message pour dire nous sommes toujours là. C'est notre parti politique, on ne quittera pas. Et tu as intérêt, tout intérêt à réunir davantage les acteurs que nous sommes autour de toi. Parce qu'on sait que chacun d'eux a un poids politique. Sinon, on aurait 2 ou 3 députés. Le fait qu'il soit parti, ça fait qu'on a pu avoir un député. Et pas parti, il fallait qu'il se soit retiré un peu. C'est-à-dire que le premier message, c'est à l'honorable qu'on lance, qu'il a le devoir de tendre la main pour rassembler ses frères et ses camarades politiques. C'est d'abord lui. Et c'est aussi un message à tous les autres qui se sont venus dans la salle. Ils viennent d'afficher encore à la face du monde entier qu'ils sont sur le bloc républicain. Et si le bloc républicain doit réussir, c'est le devoir de chacun d'eux de travailler. C'est que d'abord, c'est un message à tous les acteurs qu'on a lancés. Alors, l'objectif de cette tournée initiée par le bureau national, c'était quand même d'aller recueillir, je dois dire, les préoccupations à la base, leur faire comprendre aussi ce qui a été décidé au plus haut niveau. Concernant ce qui est des préoccupations des militants à la base, qu'est-ce que vous avez entendu là-bas? J'ai entendu que les militants ont envie que les jeunes soient davantage associés. Les militants ont eu de la frustration, par rapport aux dernières élections, et c'est normal que la frustration reste dans le temps. Mais ils ont montré que leur frustration est passée derrière eux et que ce qui les intéresse, c'est comment on gère l'avenir
pour qu'il y ait plus de filtration à l'avenir. C'est ça ce qu'ils ont exprimé comme préoccupation à travers les messages qu'ils ont envoyés. Je pense que le message n'est pas seulement reçu par l'honorable Kouanou, mais c'est aussi reçu par le ministre Adambi, qui a l'obligation de transmettre le message au président du parti, qui devra davantage œuvrer pour que cette circonscription électorale à laquelle je crois que le BR a tout son espace. Parce que c'est une circonscription où le BR peut tout avoir. Sérieusement? Le BR peut tout avoir. Entre l'UP et le R qui se sont rassemblés désormais pour faire l'UP est un l'UPR. parti politique qui séduit une femme et nous avons les capacités de mieux séduire la femme plus que l'UPR dans la 21e. Parce que ce qui se fait au sein de l'UPR, nous connaissons. Et ce que nous avons à offrir, nous connaissons. Nous connaissons que nous avons quelque chose de meilleur à offrir parce que nous avons un nouvel espoir à faire renaître. Nous pouvons le faire. La seule chose que moi je demande, c'est que je demande à l'honorable Kouanou que ses frères viennent de lui envoyer un message. Qu'ils étaient fâchés contre lui, mais ils sont prêts à lui tendre la main. Ils sont prêts à construire avec le parti politique. Qu'ils reprennent encore son bâton de pèlerin, son leadership qui a fait qu'il était membre fondateur. Vous comprenez? Ça veut dire que ce que le Bloc républicain a eu de 2018 jusqu'en 2023, il était acteur majeur de la construction. Ce qu'il a fait avec d'autres qui continuent de le faire pour faire grandir le parti. Nous sommes venus dans le parti pour le faire grandir. On va dire deux mots à votre sujet, le temps de boucler cet entretien. Vous êtes jeune, vous êtes nouveau. Vous l'aviez martelé, insisté là-dessus plusieurs fois, après quelques aventures, faut-il dire, avec le parti FCBE de Paul Rompouet, passant par la LNA de Théophile... pourquoi j'oublie son... Yarou, merci beaucoup de m'aider. Oui, alors, comment vous sentez-vous avec tout ce périple-là, à la fin de tout ce périple? Et est-ce que le point de chute final, c'est le BR? Je me sens ou bien il y a encore une autre destination? Je me sens expérimenté, je me sens mieux aguerri, je me sens comme quelqu'un qui comprend plus. Mais il y a un adage qui dit plus on change de place, souvent on retrouve sa place. Je n'ai pas changé de place. Ah oui? Parce que je suis resté constant à mon idéologie politique. Parce qu'en politique, il y a l'idéologie. Votre idéologie, c'est que vous ne partagiez pas justement la façon dont Patrice Talon gérait le pouvoir. C'est d'ailleurs ce qui a fait que vous êtes resté avec les FCBE. J'ai toujours dit que Patrice Talon n'a pas d'idéologie. Je le répète encore sur le plateau, il n'a pas d'idéologie. Les partis politiques qui le soutiennent n'ont pas d'idéologie commune. Ça veut dire qu'il faut retrouver l'idéologie à travers les partis politiques. C'est pour ça que je le répète, je dis toujours. Tant qu'on ne va pas imposer l'idéologie comme une obligation à chaque... Il ne fallait pas alors adhérer au BR qui n'a pas d'idéologie. Le BR a une idéologie qui est le libéralisme. J'ai quitté LNA qui est le social-libéralisme. Mais en tant que chef de l'État, du moment où il y a plusieurs partis politiques qui le soutiennent, il n'y a pas une idéologie qui l'incarne. Vous comprenez? Ça veut dire que si je dois soutenir le chef de l'État, normalement, je dois soutenir à travers une idéologie claire. Mais voilà qu'il y a au moins 4 partis politiques qui le soutiennent. Et en l'occurrence, 2 partis politiques qui le soutiennent, qui ont 2 idéologies différentes. C'est-à-dire que pour retrouver son idéologie, il faut être un génie. Et moi, je ne me posais pas à lui en tant qu'individu, je me pose par rapport à une idéologie que j'ai de la politique. Et mon idéologie, elle est claire. J'ai été social-libéral, aujourd'hui je suis libéralisme. Vous comprenez ça? Je suis logique. Il y a eu un pas là. Il y a eu un pas, mais le fond. Le social, ça ne vous dit plus. Le fond reste toujours le libéralisme. Le social-libéralisme, il fait le libéralisme avec un visage humain. Aujourd'hui, je me suis retrouvé avec le libéralisme et selon mes convictions, parce que moi je suis un patriote pur et dur. Tout le monde est patriote. Non, c'est pas évident. Le patriotisme, ça se cultive. Non, c'est pas évident. Ça se cultive. Je l'ai cultivé et mon parcours m'a permis de cultiver le patriotisme. Partout où je serai, ce que je défends d'abord, c'est le patriotisme. Et après, je défends le libéralisme. Et aujourd'hui, je défends de toute ma force, comme je l'ai toujours fait, mes convictions au sein du parti politique. Je le ferai et demander à tous ceux qui ont fait dans FCB ou bien LNA, si Faton a jamais manqué d'être logique et déterminé par ce qu'il fait. Je fais tout ce que je fais avec passion et détermination. S'il arrive que je dois changer de posture, ce n'est pas par rapport à ma personnalité, mais par rapport à l'environnement politique. Parce que l'environnement politique béninois est un environnement flou et confus. Merci beaucoup, Dr Laurent Andelor Faton. Je rappelle que vous êtes acteur politique, militant du Bloc républicain, intervenant surtout dans la 20e circonscription électorale, même si vous étiez dans la 19e, candidat par les échéances passées. Merci d'être passé sur l'Actu Matin. Vous restez avec nous, puisqu'on va décrypter avec vous tout à l'heure l'actualité au plan continental, notamment au Sénégal, avec justement cette attitude du principal opposant à Macky Sall, Ousmane Sonko, qui désormais a quelques espoirs de se retrouver sur la liste électorale en tant que candidat pour la prochaine présidentielle dans son pays. En attendant de discuter, voici chez vous ce que je ne comprends pas, une réalisation hebdomadaire donc de Franck Aounou. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses.
choisi, c'est de l'autre côté. Non, jamais telle université. Davido, vous êtes encore dans ces problèmes ici. La seule université au Bénin ici qui soit capable de former votre enfant, elle sera valable au Bénin et à l'extérieur, c'est l'Université africaine de développement coopératif. C'est une université panafricaine formée par 20 pays africains. Cette université existe au Bénin depuis 55 ans. Ils forment en économie coopérative et en économie sociale. Les gens viennent de l'extérieur, ils viennent du Japon, ils viennent du Canada pour se faire former ici. Votre fille, avec son bac, si elle s'inscrit en licence à l'UADC, elle a une bourse de 40%. Si elle s'inscrit en master, elle a jusqu'à 50%. L'Université africaine de développement coopératif forme à la licence et au master en économie coopérative, en microfinance, en micro-assurance santé, en développement local et décentralisation, en gestion des projets de l'économie sociale. Enseignement et inscription tous les jours ouvrables de 8h à 14h au campus de l'UADC 6 au quartier Jacques, à Papa derrière le ministère de la Santé, loin du service des plaques d'immatriculation de la NAT. Téléphone 00229 51 79 27 17 95 38 12 84 21 33 06 39 WhatsApp 97 88 00 25. L'UADC, c'est 55 ans d'expérience dans la formation de qualité au service du développement de l'Afrique. Ce que je ne comprends pas, voilà la voie de Ménotin. Et la voie qui quitte Bénin Marché pour l'hôpital Ménotin. Les caniveaux là sont ouverts. Hein? Surtout quand la pluie tombe là et qu'il y a de l'eau stagnante là, les gens tombent dans les caniveaux sans le savoir. Parce qu'on n'arrive pas à distinguer là où se trouvent les caniveaux ouverts. Hein? Il y a les autorités dans la zone qui interviennent. Hein, ou bien les pauvres vont mourir d'abord avant qu'ils n'interviennent. Hein, les ambulances passent par là tous les jours. Ce que je ne comprends pas, le caniveau qui est là, c'est une voie principale qui mène vers un hôpital de zone que tout le monde connaît. Mais avant, en voulant rentrer dans l'avant, il y a un caniveau qui est là et c'est débordé. Quand c'est rempli, avant de passer, tu dois faire doucement, sinon tu vas tomber dans les trous. Ce n'est pas bon pour nous les hommes, ce n'est pas bon pour tous les riverains de ce quartier aussi. Ce que je ne comprends pas concerne les carnivaux. Si les autorités peuvent régler le problème des carnivaux, ce serait bien, car nous souffrons. Les carnivaux sont ouverts dans la ville et il y a de l'eau un peu partout. Bon, allez les côté. Fils support tout même bon. Sinon plus l'eau. Ce que je ne comprends pas, le président ne peut pas tout faire. Au moins, s'il essaie à les maires, il peut nous aider à aller là-bas ou bien créer quelque chose pour qu'au moins le chef de l'État puisse écouter ce que... Parce que nous on souffre, surtout nous les Mdiaman. Tu as pris un client qui est enceinte, qui va à l'hôpital, il y a un grand hôpital qui est à côté. Hôpital Ménotin. Hein? Qui est tombé dans ce trou-là. On peut quoi? Moi personnellement, je ne comprends pas leur boulot. Les CA, les délégués, là, je ne comprends pas. Les maires aussi, je ne comprends pas leur boulot. Le président ne peut pas tout faire. Eux aussi, nous, quand nous aider, pourquoi on les a élus? Ce que je ne comprends pas est que nous avons des autorités décentralisées dans le pays. Mais ici, à Ménotin,
on ne sent rien. Il y a un grand trou sur la voie menant à l'hôpital de zone. Et si tu ne fais pas attention, tu peux facilement y tomber, ainsi que ton client. C'est client. Trois sujets abordés pendant nos discussions ce matin. On va examiner la position de l'opposant principal à Macky Sall, Ousmane Sonko, depuis sa lutte déterminée pour faire barrage à l'idée d'une éventuelle troisième mandature pour l'homme. On va aussi extrapoler pour voir un peu quels sont les moyens de lutte à la portée des opposants au régime en Afrique, surtout qu'ils ont beaucoup de difficultés à s'opposer. Et puis on dira deux mots au sujet des départs du Bénin. Dernière nouvelle, ils ont été battus en match amical hier, 2-1. Ça n'a pas beaucoup fait plaisir à Ali Moumouni qui est passé par ici. Vous présentez justement les images de la rencontre avec les soldats malgaches hier. Alors les acteurs pour en parler sont là. J'ai maintenu sur place notre invité de ce matin, docteur Delors Faton. Bonjour à nouveau, merci d'être resté sur place. Franck Aounou, bonjour. William Cliquin, bonjour. Eric Deguenon, bonjour. Avez-vous compris quelque chose à l'affaire là? Un juge qui condamne, avec toutes les implications qu'on a, la radiation de la liste électorale et tout, la privation de liberté et tout le reste, vous le savez. Puis un autre qui prend une décision contraire. Alors, on ne comprendra jamais les acteurs de droit, Franck Aounou. Absolument. Et comme on l'a souvent dit, vous savez, face à un dossier ou face à une affaire, on parle également de l'intime conviction du juge. Peut-être que l'autre, de l'autre côté, n'a pas fait appel à son intime conviction, à appliquer les tests en l'état et à sortir la décision. L'autre également qui a rendu une autre décision et qui trouve qu'il faut rétablir Ousmane Sonko dans ses droits pour sa réinscription sur la liste électorale. Je crois que si on vous met les deux ensemble, ils vont discuter, chacun donnera ses arguments, mais on vous dira que c'est l'esprit de la loi et qu'on est capable de l'interpréter ailleurs, sous un angle donné et dans un autre lieu, sous un autre angle. Donc je pense que c'est toute la difficulté lorsqu'on est face à des tests de loi où l'interprétation varie. Et moi je l'ai souvent dit, vous en êtes témoin, lorsqu'on prend les lois, parfois ça a tendance à ne protéger que certains et ça n'avantage que certains lorsque ça va dans le sens de l'intérêt et on l'applique, et lorsque ce n'est pas dans le sens de l'intérêt, on l'interprète pour trouver ce qu'ils ont l'adapter à ces conditions. Eric, non, je pense que nous sommes dans un dossier hautement politique. Et quoi qu'en soit la nature des juges, on ne peut pas enlever cet aspect, n'est-ce pas, dans la façon dont il faut aborder et traiter vraiment ce dossier. Nous connaissons déjà les ambitions de Ousmane Sonko, c'est d'être le prochain président du Sénégal, et sur son chemin se dressent plusieurs batailles. Alors, avec la nouvelle qui suppose que le tribunal de Ziguinchor a annulé la radiation, ça fait une bataille de gagner. Il lui reste maintenant d'autres batailles. Son parti est toujours dissous. Retrouver la liberté, son parti est toujours dissous. Maintenant que l'État exécute maintenant cette décision de justice, déjà les avocats de l'État, comme on dit, rejettent en bloc voilà, cette décision. Et donc la bataille se poursuit et c'est un bras de fer. Est-ce qu'on n'a pas l'impression là qu'on a une justice qui parfois est ballottée, malmenée par les acteurs politiques? N'oubliez pas l'épisode ou la période, elle n'est pas terminée, des 20 ans, des 10 ans pour les opposants impliqués dans des affaires ou dans une autre. Docteur Laurent Delors Faton, est-ce qu'on n'a pas l'impression que la justice elle est ballottée là? Je pense que le sort de l'Afrique se joue au Sénégal, ou bien l'image de l'Afrique se dévoile au Sénégal. Ce que nous voyons au Sénégal, c'est ce qui se passe partout en Afrique depuis quelques années, où on a des crises politico-judiciaires, où
quand une crise se passe, quand une crise se pose, on va la jouer dans les tribunaux. Et une crise politique se pose, on va la jouer dans les tribunaux, bien au niveau du Parlement où on vote les lois. Et que toutes les fois que les acteurs politiques veulent jouer, ils s'appuient sur soit le Parlement pour faire voter des lois, ou bien sur la justice pour exécuter des lois. Et le Sénégal est en train de nous dévoiler réellement ce qui se passe que nous ne comprenons pas pour autant. Ce n'est qu'un cas d'école qu'on est en train de vivre. Parce que voilà un jeune homme qui a pu réaliser quelque chose d'extraordinaire, mobiliser une population autour de son idéal, ce à quoi Bakissa ne pouvait jamais s'attendre. Et il a compris que sur le plan politique, il ne peut pas le battre. Alors il faut l'attendre ailleurs. Il faut l'attendre sur le plan de la justice. Et il sait qu'à ce niveau, il pourra jouer. Parce que malheureusement, notre architecture constitutionnelle en Afrique soumet quelquefois le juge au pouvoir politique. Quelquefois le soumet. Et pourtant, il arrive y a des aspects qui protègent le juge, il le rend autonome, on le fait siège par endroit, etc. Quelquefois on le soumet. Et c'est ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui. Il y a certains juges qui sentent la pression de l'État et qui ne peuvent plus avoir la carrure qu'il faut pour faire le travail qui est le leur. Parce que derrière toujours les décisions de justice, l'homme politique ou l'acteur politique a toujours tendance à manipuler. On a réussi à manipuler un moment dans la justice. Aujourd'hui, un autre juge se réveille et dit mais qu'est-ce qu'il dit que ce n'est pas lui qui plutôt est manipulé? Oui, William. Je vais commencer par 2 citations qui me sont chères. Une première d'Obama qui dit que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais que l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Mais qui fait les institutions? Pour moi, non, les institutions ne sont pas faites par les hommes. Les hommes ne sont que, pour moi, le dernier ressort des institutions. Les institutions commencent par leur base juridique, leur fonctionnement, leurs attributions. Ensuite, maintenant, les hommes qui les animent, et notamment avec l'indépendance qui est la leur. Deuxième citation, Joseph Diogbenou. Le droit n'est pas un objet de justice, mais le droit est un objet de compromis social. Ah ouais? Donc, oui, il l'a dit à l'amphithéâtre. D'accord, à l'amphithéâtre. Donc, pour vous dire que, vous savez, ce genre de situation nous amène à comprendre réellement comment est-ce que nos justices sont en Afrique et comment est-ce que l'indépendance des pouvoirs, la célèbre séparation des pouvoirs de Montesquieu est implémentée en Afrique. Vous savez, dans les plus grandes démocraties du monde, 2 juridictions différentes peuvent donner 2 interprétations différentes d'une même loi ou d'un même conflit devant le juge. Dans une même juridiction, 2 juges différents peuvent interpréter différemment. Donc pas dans un monde à part en Afrique? Pas du tout. C'est propre à tous. Même ici au Bénin, on a constaté que des infractions, à condition qu'on quitte une chambre pour une autre, avec des décisions différentes, et pour cela, on a concentré d'une certaine manière certaines compétences à certaines juridictions pour connaître de certains dossiers. Mais parlons du dossier Sonko. Eric a ouvert le bal. C'est un dossier hautement politique. Aujourd'hui, les avocats de l'État sénégalais se plaignent de procédures. C'est bien intéressant et c'est bien étonnant. Comment ça? Ce sont eux qui ont dit que la procédure de condamnation de Sonko était un vilain détail et qu'il fallait pas s'y attarder comme le faisait le PASTEF. Aujourd'hui, l'agent judiciaire de l'État sénégalais trouve qu'il faut ce pouvoir en cassation à la Cour suprême. Parce que je n'ai pas vraiment compris cet aspect. J'ai essayé de fouiller, mais je n'ai pas compris. Une première condamnation faite dans un tribunal, une seconde condamnation dans le tribunal de Ziguinchor. Cette fois, on n'est pas à une cour d'appel. Et je ne sais pas, on va en cassation. Ce pouvoir en cassation, ce n'est plus un appel interjecté. Franchement, je ne le connais pas, l'ordonnancement judiciaire du Sénégal. Comment c'est déjà... Je conclue en disant... les choses qu'on a peut-être faites, qu'on a fait aux autres, peuvent nous arriver aussi. Absolument. Comment on sort de cet imbroglio-là, Eric? Il faut prier Dieu. Ah oui, carrément. Hein? Vous blaguez. Vous savez, la variation qu'on peut observer dans la façon de rendre les décisions de justice n'est pas une exclusivité africaine. Vous allez aux États-Unis, avec plusieurs États, selon qu'un juge ou un procureur de tel État rend telle décision. Mais on est dans un contexte fédéral. On peut se dire que ce n'est peut-être pas la même justice, puisque n'ayant pas forcément les mêmes tests. Mais après, puisque nous sommes en politique et que nous savons que le dossier Sonko reste
vraiment politique. Le juge qui a rendu une décision qui soit favorable aux avocats de l'État, on comprend aisément que cela soit à l'avantage du camp Macky Sall. Et déjà, de l'autre côté, on comprend que déjà que les avocats ont souhaité recuser le juge pour des raisons de familiarité avec un frère de proximité et puis tout ça. Tout ceci a certainement aussi joué en faveur Alors, comment on s'en sort? Maintenant, oui, voyons le processus jusqu'à terme, n'est-ce pas? Et on peut davantage apprécier. Si peut-être, pour ce que les avocats de l'État vont tenter, on va voir si ça va échouer, si ça va prospérer. Franck? Non, pour savoir comment ça sort, il faut dire que il faut voir la situation. D'abord, le juge qui a condamné, qui a pris les premières décisions, ensuite un autre juge qui prend une deuxième décision. Comprenez que entre la première décision et celle-ci, Macky Sall et tous les acteurs qui entourent Macky Sall se sont rendus compte que ça ne faiblit pas l'ardeur de ce jeune politique-là, qui de plus en plus a une cote de popularité qui monte dans la population. Voyez-vous, aujourd'hui, il a relancé sa grève, la grève de la faim. Il est à nouveau, il s'est abstenu de manger et tout ça. Et son obstination à aller jusqu'au bout, ça constitue un os dans la gorge de Macky Sall. Donc moi, je pense que politiquement, le jeu se joue. Et comme l'a dit Dr Faton, on le transpose dans les tribunaux pour essayer de masquer un peu ce qu'on aurait pu faire pour la bataille politique. La bataille politique. Oui. Et donc, pour s'en sortir, il va falloir que Macky Sall puisse faire des concessions. Et savoir que le jeune Sonko n'est pas prêt à retourner, ne pas violer ses droits qui puissent amener la population. Vous lui demandez simplement de se faire harakiri. Vous avez devant vous quelqu'un qui s'est dressé, peut-être que vous aviez eu des projets de troisième mandat, qui s'est dressé comme votre projet, qui l'a fait tomber, vous aviez été obligé de l'abandonner, et pendant que vous étiez dans cette idée, il a subi pas mal de choses. N'oubliez pas justement ses contraintes devant le juge, notamment pour affaire de viol et tout ce qui va avec, etc. Et vous voulez permettre à quelqu'un qui est en train de monter comme ça en côte, vous l'aviez dit, d'aller aux élections. Il veut se faire harakiri. Il y a le contexte. Oui, il y a le contexte. Le contexte est que avant la condamnation de Sonko en juillet, la majorité présidentielle se préparait soit à une candidature pour troisième mandature de Macky Sall ou à la désignation peut-être, je vais dire, uniforme ou consensuel, merci pour le terme, dans la majorité présidentielle. Amadou Ba a été choisi, mais Ndiaye dit non, il démissionne du ministère de l'Agriculture et il est candidat également au moment où d'autres anciens premiers ministres sont encore candidats. La mouvance présidentielle aujourd'hui est divisée au Sénégal. Et quand nous sommes à quelques jours du 25 février, jour de la présidentielle, la carte Sonko peut être un moyen pour Macky Sall d'essayer de crédibiliser le scrutin et peut-être de dépapiller les voix au niveau de la majorité présidentielle pour faire un peu de place à son dauphin. En fait, cette lecture-là, Dr Faton. Ce que c'est que le jeu politique est tellement complexe qu'il ne faut pas s'amuser avec les acteurs politiques, surtout au sommet de l'État. Ils jouent de tous les tours pour distraire. Le but final, c'est que Sonko ne soit pas candidat. Qu'on le condamne et que l'autre vienne le réhabiliter ou pas, qu'on l'extrait de la liste ou pas, ça peut répondre à toute une stratégie. Est-ce que le bout du tunnel, est-ce que Sonko sera candidat? Je ne pense pas. Ah oui? On fera tout pour que ce soit candidat. Et il sera pas candidat. Je suis formel, il ne sera pas candidat parce qu'on va faire de la distanciation. On va bouger des lignes pour donner un peu de l'espoir, pour que la tension baisse. Parce que le 27 février n'est pas loin, justement. N'est pas loin. Pour que la tension baisse. Il faut gagner du temps. Alors, on gagne du temps. En gagnant du temps, on réussit à l'écarter. N'importe qui sera candidat, tout sauf lui. Et on voit que c'est clair depuis toujours. Ils vont être appelés à la Cour de cassation. Vous allez voir. Tant qu'il y a appel, la décision n'est pas exécutoire. On va attendre. C'est-à-dire que quand on va commencer ce procès prendra du temps. Le temps que la liste soit bouclée et que ce soit candidat. La fin de ce qu'on veut, c'est que Macky Sall ne soit pas candidat. Moi, je pense que Sonko ne soit pas candidat. Je pense que Macky Sall a pratiquement toutes les armes pour réussir. À un moment donné, Sonko a été un peu naïf pour ne pas prendre certaines précautions. Et je mets ça sous le coup de la jeunesse.
Il a cru seulement que la fougue politique, la popularité suffit. Non, pour on ne va pas dire ça. On méconnaîtrait l'histoire du Sénégal. À part Diouf, qui est venu à la succession de Senghor, négocier ou dans le même camp politique, tous les gouverneurs qui se sont succédés à la tête du Sénégal sont des dissidents et de farouches opposants. Je n'ai pas l'histoire de ce pays parle. Ce pays parle. Et moi, je me dis qu'on ne va pas de go trouver, peut-être, que c'est une stratégie politique. On va laisser Dr Fatou finir. Je n'ai pas dit que le candidat de Macky Sall sera président. On peut avoir l'autre président. Sauf son candidat ne peut pas être président. On peut le battre. Mais pas Macky Sall. Pas Sonko. Parce que je dis, le problème de Sonko est que Sonko a été un peu naïf grâce à sa popularité. La popularité l'a tellement monté. Il a été très fougueux. Fougueux. Il n'a pas été plus fougueux que Macky Sall. Il n'a pas été plus fougueux que Macky Sall. Il manquait de préoccupation politique. On va finir avec ça. Juridique. D'autres l'ont fait ailleurs. Prenez le cas du Bénin. À un moment donné, Patrice Talon n'a pas fait que le combat politique. Hein. Il a pris des axes, il a mis en place tout un arsenal juridique et autres pour régler le problème. Sonko n'a pas pris cet arsenal. Il a tellement cru, c'est une question de jeunesse, hein, tellement cru à cette il n'en avait pas les moyens à l'Assemblée nationale puisqu'elle était contrôlée. C'est pour ça qu'on dit que le jeu était prêt par la majorité. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'a pas pris, il aurait dû acheter un député. Hein. Vous savez, d'autres l'ont fait au Bénin. Vous comprenez? Parce que c'est bon vraiment ces moyens de s'acheter un député. Pour corroborer ce que dit Dr Faton, pour être en accord avec lui, je pense qu'à un moment donné, Sonko il s'est senti un peu trop fort grâce à la population qui le soutenait. Et il n'a pas pris suffisamment de garde-fous. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Moi, je pense que vous êtes opposant si vous allez à une telle bataille avec quelqu'un qui a voulu briguer un troisième mandat, que vous avez pu décourager. Il faut prendre ses précautions. Comme l'a dit Dr Faton, je reviens, au sommet de l'État, les jeux politiques sont très complexes et il faudrait se mettre à l'idée qu'on n'est pas en train de jouer à un jeu d'enfant. Il faut se donner tous les atouts. Mais ça fougue, ça lui marche aujourd'hui. Vous savez, le camp Macky Sall peut gagner les élections, mais Sonko peut rendre le pays ingouvernable avec sa popularité. À tout moment. Il suffit juste d'une phrase et puis tout Dakar s'embrouille, voyez-vous. Et je ne sais pas quel est l'intérêt pour un président de gouverner un pays divisé matin, midi, soir dans les crises. Et donc que ça soit dans les deux camps, Sonko a un problème. Et comme l'a dit le docteur, ça je l'avais dit, quand on a tout fait pour amener un chef d'État à renoncer, Macky Sall fait de Sonko un problème personnel. Oui, j'ai renoncé et toi non plus tu ne seras pas le prochain président du Sénégal. Allez, justement, parlant de sa situation, de la démocratie sénégalaise, on attend de voir. Mais en parlant justement de sa situation, cela pose le problème même des armes disponibles pour les opposants pour affronter justement les pouvoirs en place. Et on l'a vu dans beaucoup de pays, c'est ce qui justifie même la difficulté à avoir de l'alternance crédible au niveau donc des États africains. Alors, comment est-ce que les opposants s'en sortent véritablement? C'est l'architecture de nos États où tout le pouvoir est centralisé dans les mains d'un seul homme, qui est le président de la République. Ailleurs, ce n'est pas ça. Tu as beau être chef d'État, président, tu as des institutions qui sont fortes, un peu comme l'a dit William, et malgré la volonté d'un président qui soit Trump ou je ne sais quoi, tu t'imposes aux décisions de justice, n'est-ce pas? Et donc, chez nous, ce n'est pas le cas. Vous avez un président qui est puissant, qui est partout, et qui s'arrange justement à travers des mécanismes de test au Parlement, avec la justice, n'est-ce pas, pour mettre tout en œuvre, justement. Alors, être opposant en Afrique, c'est compliqué. Ah oui, cela a toujours été compliqué. Contrairement à Eric, je ne pense pas que ce soit l'architecture. Je pense plutôt que c'est la pratique du pouvoir. Nos constitutions prévoient clairement les pouvoirs bien séparés, une certaine distanciation entre les différents pouvoirs, sachant qu'il y a nécessité d'une petite collaboration entre les différents pouvoirs pour le fonctionnement. L'étanchéité ferme n'est pas possible, mais à part les pays comme le Sénégal ou le Bénin, où des opposants peuvent se succéder les uns après les autres à la tête de l'État, Mathieu Kérékou, Nicéphore Soglo, Patrice Talon Boni Yahi, à part ces États, comptez-moi combien d'États dans lesquels les gens se passent le pouvoir comme ça. En Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Ghana, ça se fait. Au Nigeria, c'est la plus grande des joies. La plus grande des joies avec des contestations électorales de ce niveau, parce que ne l'oublions pas, il y a les chiffres officiels et il y a le ressenti à l'intérieur des
des peuples. Dans des pays comme la Côte d'Ivoire, pour en arriver, il a fallu, selon un bilan officiel, 3000 décès. Moi, je pense que les opposants n'ont aucun moyen. On a des super et hyper présidents à la tête des pays francophones et des pays africains pour la plupart du temps. Ce qui fait que le président est le maître mot dans la sphère politique. Le président détient toutes les capacités de nuisance et de contrôle de l'environnement politique, de l'atmosphère politique. Et donc, être opposant, il n'y a que quelques petites démocraties encore qui permettent quelques armes légales ou juridico-judiciaires. Et dans d'autres, c'est quand même... Est-ce que la grève de la faim n'est pas aussi un moyen? J'ai l'impression que là-bas, on est quand même sensible à la fin de son corps. En tout cas, si c'est au Bénin, vous allez mourir. Je me rappelle qu'il doit être chef quartier au CA. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à rester à jeu 2 jours. Il s'est ravisé. Il s'est vite ravisé. C'est pas une culture chez nous au Bénin. Peut-être qu'au Sénégal, on verra l'effet de cette culture pour voir ce que ça va donner. Donc, Soko a dû arrêter sa grève. Même là-bas, ça ne fait pas grand effet. Oui, mais pour sa santé. C'est une culture. Oui, la grève de faim. Qui se fait ailleurs. En tout cas, en Afrique. Parce que les Africains ont tellement faim que la faim est une pratique africaine. Vous comprenez? On n'est pas étonné que vous ayez fait. C'est pas un problème. Parce qu'on n'arrive pas encore à manger normalement. Il faut trouver. C'est un élève qui doit tellement manger. Quand tu as faim, on te dit, mais comment on ne peut avoir faim? Vous comprenez? C'est un problème ailleurs. Ça m'a fait plus sérieux, oui. Non, c'est pas possible. La faim, c'est une pratique africaine. D'accord. C'est une pratique africaine. Ce que je voulais dire rapidement, ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'incapacité des opposants à mener le combat politique. C'est pas les opposants n'ont aucun moyen, c'est le peuple africain qui n'est pas mature politiquement. Et on fait tout pour qu'elle soit immature politique. C'est tout le plan là. On a les institutions, on a tout. Le président n'est pas fort. Vous allez voir que tous les États ont fait tout pour ne pas former les militants à la citoyenneté, au patriotisme et au militantisme. On fait tout. On ne met pas les moyens pour ça. Les moyens, on les rassemble à la veille des élections, on les distribue. Et puis ça fait... Alors que ces moyens qui font la campagne électorale, on peut les prendre pour former les militants, leur donner surtout le sens du patriotisme. Le patriotisme, c'est d'abord qu'il y ait ça. Parce que le juge qui va compromettre la patrie, parce qu'il a reçu de l'argent ou bien une promotion, il a un problème quelque part. Le citoyen qui va compromettre une élection, qui a fraudé dans les urnes pour manipuler les chiffres, il a un problème de patriotisme. Et que le seul problème à régler, il faut régler le problème de patriotisme. Comme le chef d'État qui contrôle également la il y a aussi un problème de l'éducation civique et patriotique. Le problème est là seulement, il faut former les citoyens au patriotisme. Je voudrais dire, être opposant en Afrique, c'est une vraie galère. C'est vrai, séparation des pouvoirs, d'accord, mais les tests donnent tellement de prérogatives et de marge de manœuvre au président qu'ils peuvent en faire tout ce qu'ils veulent. Lorsque, par exemple, on dit au Bénin, on n'a plus le droit à la grève, ou si vous voulez gréver, il y a des procédures à suivre. Ce sont des tests qui ont été votés. Il ne s'est pas levé du jour au lendemain pour dire, vous ne grévez plus. C'est aller au Parlement, vos représentants, les représentants du peuple qui ont voté. Donc, lorsqu'un président arrive, il y en a qui n'exercent pas suffisamment le pouvoir, mais il y en a qui exercent assez largement le pouvoir. Quand vous prenez le régime Boni Yayi, en son temps, les gens bloquaient les budgets au Parlement, on rendait... L'administration douanière est bloquée, on est en grève, on ne va pas à l'école pendant 3 mois, mais lui, il est arrivé, il s'est doté des tests nécessaires pour dire, je ne veux pas être perturbé sur ces plans-là, et on a voté des tests. Donc c'est pour dire que si nous voulons permettre aux opposants d'exercer leur prérogatives. Est-ce que le problème n'est pas au niveau du personnel politique lui-même, dans sa formation et dans son engagement même? On a l'impression que les acteurs politiques, notamment dans les pays francophones, c'est des acteurs politiques de soutien, c'est-à-dire qui est président, est-ce qu'il est là, d'accord, je le soutiens et ça y est, ça va. Du coup, ça ne renforce pas justement l'opposition. On a des oppositions de personnes et non des oppositions d'idées. Ailleurs, les gens s'opposent réellement aux gens parce que ils ont des idées de construction, des idéologies politiques vraiment opposées. Mais chez nous, ce sont des positionnements d'une minute, des gens qui ne cessent de sortir d'un parti politique vers un autre, je vais dire... une chaise, comment on dit, un jeu de chaise musicale. Je perds mon latin ce matin. Aussi. Et je vous passe mon français. Oui. Nous avons aussi un problème d'éthique dans la façon de faire la politique. Quand vous êtes opposant et que
le soutien que vous espérez de la base dans votre action politique en tant qu'opposant, vous ne l'avez pas, mais posez-vous des questions. Quand vous voyez des gens qui aujourd'hui apportent le soutien à un système, demain vous les retrouvez encore là-bas, quel soutien vous voulez de la part de vos sympathisants à vous accompagner, à vous soutenir, n'est-ce pas, dans vos actions? Quand vous êtes une formation politique de l'opposition, après on vous voit avec des accointances, avec des hommes influents de la mouvance auprès de qui vous prenez de l'argent, et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, nous avons toutes ces informations. Quel genre de militant vous voulez, hein, quand vous prenez peut-être une décision de mener une activité d'opposition, qui va vous accompagner dans ça? Ce qui fait qu'aujourd'hui, même dans des activités politiques de l'opposition, convaincus de ces genres de changements matin, midi, soir, les militants sont observateurs. Vous voyez, quand le militant est convaincu que celui que je soutiens, que j'accompagne est sincère et près d'éthique, de justice, dans sa façon de faire la politique, de faire l'opposition, avec beaucoup d'idéologie, vous œuvrez des militants derrière vous qui vont vous soutenir, vous accompagner. Nous n'avons pas ça. Toujours dans nos États. L'opposant d'aujourd'hui, c'est le mouvancier qui a perdu sa place hier, le mouvancier. Et puis, on est là dans des changements sans idéologie. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas trouver un moyen de limiter la force ou la propension de pouvoir en place à écraser tout ce qui est en face de soi? Normalement, c'est le travail de la justice, mais là, on a un problème avec... une petite histoire. Oui. Il est arrivé, on a vu des opposants dans des situations un peu critiques et on a interrogé un peu les acteurs. Était Camille derrière, mais quand ils se retrouvent après dans l'antichambre de je ne sais quel palais pour se partager beaucoup d'argent, est-ce que nous sommes là? Donc ça fait le problème. Vous avez de pareilles réflexions dans l'opinion aujourd'hui existent parce que nos acteurs politiques ne sont pas sincères envers eux-mêmes et envers l'action qu'ils mènent. Ils sont pour la plupart des corrompus, ils sont plus là pour la plupart des corrompus qui traînent forcément des casseroles et quand ça cloche, les gens vont regarder vers vous, le pouvoir va regarder vers vous, frère-ton. Vous savez, moi ça fait près de 10 ans que je suis dans l'espace politique et 7 ans que je suis dans les formations politiques. Il n'y a pas d'opposition au Bénin. En tout cas, pour le cas du Bénin, il n'y a pas d'opposition. Vous n'êtes pas sérieux. Il n'y a pas d'opposition. Vous avez été opposant. On vous a vu dans des prises de position. Vous avez été opposant. Donc, les analyses que vous faisiez dans les studios radio, il y a quelques années. Moi, j'ai juste une question. Je ne veux pas dire les journalistes. Lui-même, on l'a vu dans des positions. Écoutez-moi. Je vous assure que je parle en tant qu'acteur politique. Oui. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de mouvement. L'opposition se fait par rapport à l'idéologie. Personne ne défend une idéologie au Bénin. Donc vous la distrayez. La charte des partis politiques a dit que l'idéologie est facultative au Bénin. De ce fait, sur le plan juridique, sur le plan du droit, il n'y a pas d'opposition de mouvement au Bénin. Donc vous nous distrayez. Vous nous distrayez alors avec les choses que vous disiez. Aujourd'hui, on peut la contre-pied. Quand vous étiez la charte ne le mais vous aviez été opposant. Ce que nous faisons, ça veut dire que alors que vous étiez opposant, vous ne défendez rien. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous faisons, à un moment donné, vous trouvez des raisons personnellement pour vous opposer à quelqu'un. Vous comprenez, par rapport à certaines activités que quelqu'un fait. Mais ce n'est pas par rapport à la base d'une idéologie, d'une formation politique. C'est pour ça que les formations politiques peuvent soutenir un même président, être contre lui le lendemain. Parce alors qu'ailleurs, quand une formation politique est liée au président, c'est qu'elle est avec lui jusqu'à la fin. Mais au bénéfice, on voit qu'un parti politique soutient quelqu'un, après, le parti se détache de la personne et va ailleurs. Parce qu'il n'y a pas d'idéologie. Et tout ce qu'on fait au Bénin, jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on essaie de bricoler dans l'espace politique pour pouvoir exister. Et je le dis partout, il faut qu'on impose. On va finir l'honnêteté. Il faut qu'on impose l'idéologie comme une norme politique au Bénin. Tant qu'on ne l'a pas fait, tout le monde va bricoler. C'est pour ça qu'à un moment donné, beaucoup ne m'ont pas compris. Parce que ce que je défends, personne ne défend avec moi pratiquement. Je dis, j'ai des valeurs et que les valeurs doivent être incarnées par un parti politique. Mais tout passe partout, personne n'incarne ces valeurs. Ou bien quand tu as tendance qu'on incarne, tu te rends compte plus tard que ce que tu fais un combat seul. Et que personne, parce que les gens sont là, vous allez voir ce qui se passe souvent. Ceux qui disent aux mouvanciers, vous allez voir tout à l'heure, si par exemple Parti Talon perdait le pouvoir, les mouvanciers comme d'aujourd'hui seront encore avec ceux qui vont prendre le pouvoir demain. Qu'est-ce qu'ils ont défendu? Comme ceux qui étaient avec Boni Yahi. Boni Yahi, on rejoint. Il n'y a pas de mouvement d'opposition. Si vous avez défendu Boni Yahi et qu'il est dans l'opposition, vous êtes dans l'opposition avec le point. Quelqu'un dit s'il va à gauche. On va à gauche, mais
gauche, à droite ou bien. Allez, on va passer à notre troisième sujet ce matin. Je ne sais pas s'il est à gauche, hein, mais Boliaye est à gauche, mais je ne sais pas s'il est à droite. Je ne sais pas là où il est. Je ne sais pas là où il est. C'est ça que Boliaye est à gauche. Il est bien placé dans une formation. Et après, quand ça se passe comme ça, n'attendez pas l'opinion ou les sympathisants à vous suivre et à vous accompagner. Parce que, allez, notre troisième sujet ce matin, on va parler football. On va laisser la politique aux acteurs politiques. Il faut parler un peu de ce qui peut, enfin, même si là-bas aussi on a quelques migraines, ce qui aurait pu quand même nous éviter quelques soucis. J'avoue que je ne sais plus où est-ce qu'il faut être tranquille. Avec les hommes politiques, il faut avoir de la migraine, mais avec les footballeurs qui devraient aussi nous donner un peu plus de joie, on a aussi de la migraine. Franck, hier ils ont perdu 2 buts, un but contre 2 face aux Malgaches. Moi j'ai davantage de la migraine quand on évoque la question des guépards, quand on évoque le football précisément, parce qu'on n'évolue pas du tout, on tâtonne, on bricole, et je ne suis pas fier quand j'aborde la question du football béninois. Tout simplement parce que en football, il faut enchaîner des performances de façon positive, mais nous régressons. Et à chaque fois qu'on vient sur un plateau pour l'aborder, si ce n'est pas qu'on a encaissé, c'est des gens qu'on a pas. Vous avez vu celui dit. Non. Je pense qu'on peut trouver un moyen. J'allais finir. Comme je l'ai dit déjà une fois, est-ce qu'on est obligé d'aller chaque fois jouer au football? Non, c'est une question que moi je me pose. Est-ce qu'on est véritablement... Le sélectionneur est payé, les cadres techniques sont payés, la fédération, c'est des frais pour faire tourner la fédération. Beaucoup de dépenses autour, et au finish, on ne fait rien depuis des années. Depuis 2019 ou 2017, je ne sais quoi, on est allé à la CAN, une fois à la phase finale de la CAN, et depuis, il n'y a plus rien. Mais chaque fois, on y va, on revient, on tient des discours. Ah non, les garçons sont ci, ils sont ça, je vais convoquer. Et au niveau de la fédération, c'est pratiquement de la politique qu'on fait. Alors, les stats. On se sert soi-même parce que ça ne nous apporte rien. Les stats ou de l'actuel sélectionneur, c'est quand même assez illustratif de l'état de notre troupe. On a quand même 6 matchs de livrés sous Aurore, 4 matchs nuls, 2 défaites. C'est la même chose. Docteur Fatou. Ce qui est si moi, je ne suis pas fan du football. Je suis de loin. Et ça vous fait quoi? Ça vous dit quoi? Ça me fait beaucoup rire. Ah oui, sérieusement. Ça me fait beaucoup rire. Vous n'êtes pas patriote. Moi, ça me fait mal. Hier, par exemple, je n'ai pas pris mon dîner. Je ne suis pas fan. Je n'ai pas pris mon dîner. Je suis allé où? C'est une autre grève. Je ne suis pas fan. Il n'avait pas fait. Il n'avait pas fait. Docteur Fatou a dit qu'il a fait une pratique. Je ne suis pas fan du football. Ça veut dire que d'abord, c'est pas ma passion. Mais quand c'est mon pays, quand même, je me souviens qu'en 2004, j'ai été très content quand de voir tout ce qui s'est passé en 2004. La première fois. La première fois, il y avait une effervescence populaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse aller pour la première fois? Et qu'est-ce qui n'a pas marché depuis cette première fois? Toute la question moi, que je me pose souvent, c'était là. Si on a réussi enfin à aller une première fois, il aurait fallu quand même revoir le passé. Et le problème que nous avons partout, ce n'est pas seulement au foot, on remet toujours tout en cause. Quand quelqu'un vient, c'est lui qui est le Seigneur. Et c'est lui qui connaît tout. Il est omniscient. Il remet tout en cause. On ne fait pas d'acquis dans ce pays. Le problème qu'on a, on n'a pas de problème. Si on fait des acquis, on ne serait pas là. Si ceux qui sont venus ministres après, ministres du sport après, chaque fois ils se revoient avec les anciens ministres du sport, les anciens ministres, les anciens présidents des fédérations, pour qu'ils capitalisent l'attention. Quand quelqu'un vient, il balaie tout le monde, il installe son système avec même ses joueurs, et on recommence à zéro. Ce n'est pas le problème tout là. Regarde tous les pays où le foot marche, c'est une accumulation d'expérience. Chez nous, on détruit toute l'expérience. Le foot, c'est une science. Actuellement, les catégories, peut-être au risque même de me tromper, toutes les catégories au niveau du football sont éliminées. Hein. Il n'y a que quelques enjeux futurs qui nous attendent, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde. Sinon, que dernier en date, c'est le groupe féminin des U20, éliminé à Cotonou ici par les Sénégalaises. Du coup, on est là. Bon, il n'y a plus rien à faire, quoi. Non, moi j'ai la même amertume que vous peut-être, mais j'ai un peu espoir. Parce que actuellement, nous n'étalons que l'état des années antérieures. Maintenant, nous savons qu'il y a un processus en
concours, avec les classes sportives, avec ce championnat, même si j'ai des choses à lui reprocher, il est régulier finalement. Qu'on reporte à tout bout de champ. On reporte, jamais personne reléguée, on tourne en rond, certes, mais au moins il est régulier chaque année et je pense que les fruits de ces travaux se feront voir et se feront cueillir d'ici quelques années. Mais pour le moment, je sens que quand nos différentes participations aux phases finales des compétitions nationales, des compétitions continentales, il y a un grand écart en matière d'âge, en matière de temps et de durée. Également dans les amicaux, même les pays à notre portée, on est tenté de dire parfois que Madagascar est à notre portée, que la Mozambique. N'oubliez pas, Madagascar aussi a fait une belle performance en 2019. Hein, ils sont venus en quart de finale comme nous. En éliminant, s'il vous plaît, le pays organisateur en quart de finale. Mais ils sont venus en quart de... Ils sont sortis de la compétition en quart de finale comme nous. Donc, ils ne sont pas... je ne sais pas, ils ne nous dépassent pas en matière de performance. Je ne connais pas la santé du championnat malgache, mais je pense que les principaux baromètres dans le sport qui permettent de mesurer la santé des fédérations, je ne les connais pas au classement FIFA non plus, mais je me dis que c'était des pays, des froids, des plats qu'on pouvait manger à froid. Mais si déjà ça nous est compliqué, je pense que Kenneth Rowe a peut-être un peu de peine à insérer ces jeunes du championnat qu'il met à la sélection nationale. Peut-être revoir un peu la thérapie. Je ne sais pas comment ça va à la direction technique nationale, mais un peu plus d'attention pour essayer encore d'autres talents. Je pense que nous sommes peut-être un peu exigeants pour le moment et c'est normal, mais dans les années à venir, ces petites améliorations que nous voyons actuellement doivent produire des résultats. Mais il faut à la décharge du sélectionneur, il faut quand même noter que depuis qu'il est là, les Guépards marquent de plus en plus de buts, même si c'est un ou... Enfin, à chaque rencontre quand même, on marque un but, ce qui n'était pas le cas avant. Avec du on jouait... Avec tous les joueurs, on avait justement... On était pratiquement dans un système défensif. Cette fois-ci, on marque. Sauf que quand on marque, on a derrière nous... ne me permet pas de me concentrer. On a forcément derrière nous des difficultés à conserver le Et hier, la faute de main de Danjilo m'a laissé vraiment interdit devant mon smartphone parce que je le regardais sur téléphone. Non, mais je pense que pour le match d'hier, les Guépards avaient une volonté de gagner. Sauf qu'ils se sont rendus compte que maintenant que nous avons un nouveau ministre à la tête des sports, il fallait lui souhaiter la bienvenue avec un échec pour vraiment lui montrer l'enjeu. Je sais pas, mais laissez-moi me concentrer. Vous n'êtes pas sérieux, Eric. Vous n'êtes pas du tout sérieux. Oh là là, bon. Pas du tout. Franck vous a contaminé. C'est à mon tour. Allez les gars, je dois arrêter cette discussion. Nous sommes à 5 minutes de la fin. Le ministre est averti. Donc, il y a vraiment des problèmes. Maintenant que vous êtes des Ronaldo, il est ici. Maintenant que vous êtes là, monsieur il a du chemin, hein. À cette allure-là, il a du chemin. Donc, je pense que c'est un monsieur qui intervient juste quelques jours après la prise de fonction. Laurent, William, moi, j'ai pas fini. Vous n'apportez jamais la victoire. Pas bonne journée à vous. Voici la revue de presse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Construction route des pêches phase 2. Les personnes affectées reçoivent leur chèque, affiche La Nation qui relate qu'elles ont répondu à l'appel de la Direction générale de l'Agence nationale du domaine et du foncier le mardi matin. En dépit de l'averse, les personnes affectées par la deuxième phase de construction de la route des pêches sont entrées en possession de leur chèque. Ultime étape qui vise à accélérer la réalisation de l'infrastructure. Avec la remise du chèque, les choses iront davantage plus vite. Victorien Koublenou, directeur général de l'ANDF, salue l'engagement du gouvernement à respecter les droits des personnes affectées par le projet. Ceci au-delà de l'expropriation, mais plus encore par l'entremise de réalisation des plans d'action et de réinstallation. Fraternité précise que plus de 72 millions de francs CFA, c'est le montant total des dédommagements pour la cinquantaine de personnes affectées par la phase 2 du projet de construction de la route des pêches. Après le paiement des dédommagements par virement bancaire à une trentaine de personnes, c'est le tour des 20 dernières de recevoir leur chèque pour libérer l'emprise concernée par le projet route des pêches. En effet, ces dernières, résidentes d'Avlekete, un village lagunaire situé dans la commune de Ouida, peuvent désormais pousser un ouf de soulagement.
Et dans le cadre de la Journée internationale de la femme, Matin Libre rapporte Rekia Madougou qui plaide pour l'accès des femmes au foncier. Concilier cadre de vie et transport, explique La Nation, qui renseigne que la thématique était au cœur de la première édition de la conférence Les Atlas, qui se veut un cercle de réflexion prospective pluridisciplinaire et d'action stratégique ayant pour vocation de permettre aux populations de mieux se déplacer et mieux échanger pour mieux vivre, l'accès aux moyens de transport étant un facteur de cohésion sociale. Cette problématique est devenue, selon José Tonato, ministre du cadre de vie, des transports et du développement durable, une exigence d'efficience et d'efficacité pour la performance du secteur des transports tout en favorisant l'amélioration durable des conditions de vie et du cadre de vie. Le matinal ajoute qu'en dépit des avancées appréciables, des contraintes importantes continuent d'impacter le secteur des infrastructures et des transports. Ces contraintes ont trait, selon José Tonato, à la faible dimension multimodale des infrastructures, la faible organisation des services de transport relativement aux exigences de plateformes logistiques et d'exportation, nonobstant le volume des investissements consentis, la gestion inefficace du fret routier, la gestion approximative de la communauté portuaire. Dans la suite, une incursion de Bénin intelligent dans l'univers des dockers, le journal pointe que le dimanche 15 octobre, un docker a rendu l'âme à l'infirmerie de l'ex-Sobemap à Cotonou des suites d'un malaise alors qu'il revenait des toilettes. Cette fin de vie tragique aux yeux de ses collègues illustre le dénouement dans lequel ils végètent. Ils appellent à l'accélération des réformes. Depuis 2 semaines qu'il vit à l'embauche de la Sobemap, Joseph Dinavo a gagné que 4 700 francs CFA en une seule tâche. Pour cause, les navires ne viennent plus massivement, rien ne marche. Football, avec le matinal qui informe qu'après le match nul obtenu sur le fil du rasoir, face à la Sierra Leone le samedi dernier, les Guépards du Bénin se sont inclinés hier mardi. L'équipe béninoise jouait les Barrias du Madagascar pour le compte de leur 2e match inscrit dans le cadre de la fenêtre FIFA de ce mois d'octobre 2023. Au terme du temps réglementaire, ce sont les Malgaches qui l'emportent 2-1. Les Guépards ont pourtant bien démarré la rencontre en ouvrant le score à la 2e minute de jeu, 1-0. Fraternité estime que la mayonnaise peine à prendre depuis le ménage effectué au sein de l'équipe nationale. D'Écureuil à Guépard, les résultats sont pareils. Les fauves béninois n'arrivent pas à feuler et ne font peur à aucune équipe, quel que soit son niveau. En effet, depuis ces différents changements, le Bénin souffre de performance. Ni le nom ronflant Guépard, ni le super-héros Guerre Notre-Or n'ont apporté de plus-value à l'équipe pour l'instant. La réalité des faits fonde malheureusement cette perception car les chiffres parlent plus fort. En 6 matchs, les Guépards n'ont enregistré aucune victoire sur le terrain et comptent 2 défaites et 4 nuls. Il s'agit là de performances désastreuses qui n'augurent aucun espoir pour l'avenir. Et pourtant, fait observer le journal, le rêve caressé est une qualification historique à la Coupe du Monde de 2026. À l'étape actuelle, l'on est loin du compte au regard non seulement des résultats produits, mais surtout du contenu de jeu proposé par l'équipe. S'indigne le journal. Merci d'avoir été à l'écoute. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Bonne journée et à demain.